Ce mardi, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre magazine de la santé. Handicap ou maladie, l'autisme reste encore une énigme. C'est un trouble du développement qui est difficile à expliquer et dont les causes restent encore mal connues. Il y a encore énormément à faire pour changer le regard de la société sur l'autisme et pour donner un avenir aux enfants autistes et de l'espoir à leurs parents, il faut une éducation spécialisée. Nous en parlons ce soir, mais avant de recevoir notre invité, je vous invite à découvrir le menu qui constitue votre magazine. Il est déroulé par Elisabeth Ngowou. À tout de suite. Au sommaire de Check-up cette semaine, journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Comment accompagner un enfant autiste sur le plan éducationnel? Emilienne Nduntong est psychothérapeute, éducatrice spécialisée. Elle répond à ces questions dans votre magazine de la santé. La chronique de la semaine porte la signature du professeur Prévost Njontou à propos des dangers des aliments transformés sur la santé. À suivre également la sage-femme Laetitia Guidjol qui va nous entretenir sur le soin du cordon ombilical. C'est dans le cadre de votre rubrique dénommée Au cœur des maternités. À présent que vous savez tout ce qui vous attend dans votre magazine de la santé ce soir, recevons notre invité qui est déjà sur ce plateau à nos côtés. Il s'agit d'une éducatrice spécialisée au centre Ray of Hope. C'est dans la ville de Douala. Bonsoir Emilienne Nduntong. Bonsoir madame. Vous êtes, je l'ai dit, éducatrice spécialisée dans un centre qui prend en charge les enfants autistes basé dans la ville de Douala. Alors dites-nous, au quotidien, vous êtes en contact avec ces enfants-là et leurs parents. Ça se passe comment? Quels sont les rapports que vous entretenez avec ces derniers? Merci pour la question. Premièrement, avec les enfants, nous avons des rapports, je dirais, affectueux, harmonieux et nous faisons en sorte que ces enfants nous acceptent. Parce que tant qu'il n'y a pas d'acceptation, nous ne pouvons pas travailler avec eux. Et l'acceptation se fait à travers des petits gestes, le toucher, des petits câlins, des jeux. Parce que si une fois qu'il vous a accepté dans son monde, il peut maintenant interagir avec vous. Avec les parents également, nous donnons des conseils. Parce que ce que nous faisons à l'école, nous envoyons également la même chose à la maison. Si nous disons bonjour en tendant la main, nous disons à la maman fais la même chose à la maison parce que ça va permettre que l'enfant progresse facilement. Donc avec les parents, il y a un cahier de communication qui est mis à leur disposition. Ils vont nous dire comment l'enfant a dormi, ce qui s'est passé le matin avant que l'enfant ne vienne à l'école. Et nous ferons pareil à l'école. Voilà, l'enfant travaille dans tel domaine. À ce niveau, il a été peut-être agressif. À ce niveau, peut-être il était un peu lent. Qu'est-ce qu'il faut faire pour l'aider? Nous mettons en place des stratégies pour communiquer avec des parents, ce qui va rendre nos rapports plus harmonieux, plus affectifs et encore plus faciles. Alors tout se passe toujours bien. Vous n'avez jamais eu des incompréhensions entre parents et enseignants? Si, il y a parfois des incompréhensions parce qu'il y a des thèmes techniques que nous utilisons et que le parent peut-être ne va pas comprendre. Alors quand le parent ne comprend pas, on l'invite à une réunion ou alors on fait un WhatsApp, un Zoom sur WhatsApp et puis on explique. Alors, on peut évaluer à combien dans la ville de Douala le nombre d'enfants autistes? C'est une question un peu complexe, mais qui a sa place. C'est vrai que dans ce cadre-là, l'État ne nous aide pas vraiment. Mais en collaboration avec d'autres centres, nous voyons qu'il y a un nombre croissant d'enfants autistes. Et plus encore les garçons. Donc, sur 5 enfants, nous recevons 4 enfants garçons qui sont autistes. Alors, est-ce à dire que les parents ont compris la nécessité de faire sortir les enfants autistes des maisons pour les centres, ou alors c'est que de plus en plus on met au monde des enfants autistes? Ça peut être dû à quoi, la naissance des enfants autistes? D'accord, je prendrai le premier volet d'abord. Je dirais déjà, les parents de plus en plus comprennent ce que c'est que l'autisme et commencent à faire sortir les enfants de la maison. Parce qu'enfant, avant,
on les enchaînait. Mais grâce aux sensibilisations, parce que nous faisons des descentes sur le terrain, nous allons dans des établissements, nous allons dans des quartiers et nous passons dans des télévisions, radios pour un peu sensibiliser la population. Dans des écoles primaires, maternelles et même au secondaire. Nous allons voir leurs grands frères là-bas pour leur expliquer ce que c'est que l'autisme. Comme ça, si autour, il y en a un qui est peut-être suspecté, parce que l'autisme, ce n'est pas seulement de regarder un enfant et de dire directement qu'il est autiste. Il y a beaucoup de paramètres à observer et c'est un psychologue qui peut sortir le diagnostic. Il y a des spécialistes qui peuvent sortir le diagnostic. Bon, maintenant, concernant le deuxième volet, vous avez dit... Est-ce que c'est-à-dire qu'on met au monde de plus en plus les enfants autistes? Les causes. Les causes. Jusqu'à présent, les causes de l'autisme ne sont pas encore connues. Parce qu'on s'est dit que ce sont des causes environnementales. Peut-être ça peut être des causes congénitales, ça peut être héréditaire. Mais avant, les parents, le papa par exemple, il condamnait la maman en disant que c'est la maman, c'est à cause d'elle que l'enfant est autiste. Mais avec des recherches, on a constaté que ce n'est pas la maman. On s'est dit peut-être que c'était des vaccins que les enfants recevaient, ce ne sont pas des vaccins. Donc les causes sont encore, entre guillemets, en train d'être... Donc, comme quoi, n'importe qui est susceptible de mettre au monde un enfant autiste. N'importe qui est susceptible de le faire, parce que c'est... comme on a dit, c'est pas une maladie pour riches ou pour pauvres. C'est pas une maladie pour ci, parce qu'à un moment, on avait dans l'imagerie populaire, on disait ah non, ça c'est la maladie des riches. Les enfants, vous voyez toujours ces genres d'enfants un peu, excusez-moi l'expression, un peu toc-toc là, on les retrouve toujours chez les riches. C'est pour ça qu'ils les enferment là-bas. Ils ne voudraient pas que tout le monde voie ces enfants-là. Mais aujourd'hui, si à vous écouter, on se rend compte que l'autisme n'est pas réservé qu'à une certaine catégorie de personnes. Tout le monde peut mettre au monde un enfant autiste. Et parmi les enfants, on peut avoir dans sa progéniture peut-être un enfant autiste. Est-ce qu'un couple peut faire uniquement des enfants autistes? Là, c'est une question difficile. Je ne sais pas, mais j'ai vu, il y a des parents qui ont fait 3 enfants autistes. Oui. Il y a des familles qui ont fait 2 enfants autistes. Et un qui est normal. Oui. Et donc, il y en a même qui m'ont dit, madame, j'ai peur de concevoir encore parce qu'on ne sait pas comment sera le suivant. Et puis, la maman a tendance à vouloir prendre des précautions avant le médecin. Qu'est-ce que je dois boire? Qu'est-ce que je dois faire? Et puis, ce n'est pas quelque chose qu'on prévient. L'autisme, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prévenir. On ne prend pas des médicaments pour prévenir l'autisme parce que ce n'est pas une maladie. Donc, ça peut arriver que dans une famille, tous les enfants soient autistes, comme on peut avoir la chance peut-être d'avoir un mélange des enfants autistes et des enfants non autistes. Alors, Émilienne, je rappelle à notre téléspectateur que vous êtes conseillère éducatrice spécialisée dans un centre pour enfants autistes basé dans la ville de Douala. Et avec vous, on parle de l'éducation de l'enfant autiste. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, l'autisme est là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut redonner de l'espoir aux parents de ces enfants-là. Et ceci passe bien entendu par une éducation de ces enfants-là. Est-ce que vous réussissez à éduquer les enfants au point où ils deviennent autonomes? Oui, merci pour cette question. Elle est fondamentale. Donc, pour éduquer ces enfants, nous nous armons de beaucoup de patience. Nous avons besoin de beaucoup de matériel également. Et les écoles spécialisées de nos jours ne sont pas cadeaux. Donc, côté financier aussi, ça joue un coup parce que ce n'est pas facile pour les parents. Et, donc, la pension est élevée. La pension est élevée, la prise en charge est élevée. Parfois, il faut qu'un enfant soit accompagné, par exemple, avec... de trois éducateurs, un éducateur spécialisé, peut-être un orthophoniste et puis un psychologue qui sera aussi là. Donc du coup, c'est pas facile, c'est pas évident pour le parent. Donc pour leur éducation, par exemple, au sein de l'école, nous avons des évaluations qui sont d'abord faites parce que quand l'enfant arrive, on ne va pas dire qu'il est autiste comme ça. Nous demandons, enfin, nous faisons des évaluations et après ces évaluations, il y a des questions qu'on pose pour savoir si l'enfant est autiste profond, autiste léger, ou bien autiste moyen. En fonction de ça, on fera ce qu'on appelle un programme individualisé. Donc, à base de ce programme individualisé, nous saurons comment travailler avec l'enfant et on va échanger ce programme avec le parent également. À partir de là, nous saurons s'il faut des PEX pour l'enfant, pour qu'il l'utilise à l'école. On saura comment faire sa routine journalière à l'école et à la maison, pour que le parent ne soit plus dans l'embarras. Vous dites, je ne sais pas, il a fait ci, il a fait ça, alors que peut-être il y a une façon de travailler avec l'enfant qui amènera l'enfant à changer de comportement, ne pas faire toujours ce qui est mal, parce que les parents considèrent que ce qu'il fait est toujours mauvais. Alors, comment ne pas toujours percevoir que c'est mauvais?
d'éducatrices et éducateurs spécialisés là pour les diriger. Voilà. Donc, si je comprends bien, la prise en charge, non seulement elle est coûteuse, mais elle varie d'un enfant à un autre en fonction du type d'autisme dont est victime l'enfant. Ça peut être un autisme sévère, modéré ou alors... Oui, je dirais pas que la prise en charge varie en fonction du diagnostic sévère, profond ou bien non. Je dirais que la prise en charge globalement déjà c'est un gros coût déjà pour le parent. Donc du coup, nous on se plie par exemple à faire un peu plus pour que le parent ne se sente pas, à donner un peu plus pour que le parent ne se sente pas trop surchargé. On donne de notre temps, nous sommes à l'écoute, on demande aux parents, même s'il est minuit et qu'un enfant a fait une gaffe à la maison, vous sentez que vous êtes bloqué, vous ne savez pas quoi faire, appelez, on pourra répondre. Alors, oui, les enfants arrivent chez vous à partir de quel âge et restent jusqu'à quel âge? Est-ce qu'ils finissent par être autonomes? J'insiste sur la question. Oui, j'aime cette question parce que les enfants arrivent généralement à l'âge de 2 ans, 3 ans. 3 ans, 4 ans. Et... Donc, est-ce qu'on n'a jamais eu le cas où un enfant est arrivé à 15 ans? Justement. Il y en a, c'est-à-dire généralement, ils sont tout petits, mais il y en a qui viennent à 15 ans. Comme présentement, nous avons des enfants de 15 ans à l'école. Et la prise en charge à ce niveau, vous allez voir déjà, il faut parler de la sexualité avec eux. C'est pas évident. Donc le parent à la maison même déjà peine à gérer. Comment est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut lui trouver une femme? Est-ce que c'est difficile à gérer? Donc la prise en charge... Et c'est à ce moment que l'éducatrice ou l'éducateur spécialisé intervient? Intervient, justement. Donc il y a des comportements que l'enfant peut mettre à ce moment-là que le parent ne comprend pas. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Donc du coup, nous organisons des réunions dans l'établissement pour expliquer aux parents ce qu'il faut faire. Et en fonction de chaque enfant, parce que chaque enfant est unique et spécial. Chaque enfant a son caractère bien propre. Donc on lui dira avec celui-ci, comporte-toi de cette façon. Et s'il veut faire ci, présente-lui telle chose, peut-être que le comportement va s'atténuer. Alors, et maintenant, pour être autonome, j'aimerais prendre l'exemple des plus petits qui sont arrivés. C'était peut-être très colérique, hyperactif, il ne pouvait pas lire, il ne pouvait pas s'asseoir, il ne pouvait rien faire. Mais avec la prise en charge, on a constaté, le parent même constate qu'avec le temps, l'enfant évolue, l'enfant commence à se calmer. Parce que nous avons un centre inclusif, donc nous avons à la fois les enfants atypiques. Et voilà, ça permet, ça permet une inclusion. C'est ce mélange-là qui permet aux non-autistes et aux autistes de pouvoir cohabiter et de pouvoir voir que je peux être comme l'autre. Justement. Et par rapport à cela, nous faisons une sensibilisation aussi aux autres enfants pour leur dire, si vous voyez votre camarade se comporter de la sorte, ne le blâmez pas, ne le repoussez pas, mais amenez-le à jouer avec vous. Il y a cette socialisation-là qui amène des enfants et ils vont chercher à copier ce qui est bien. Il va voir, ok, peut-être mon ami veut boire de l'eau, mon ami dit boire. Lui, peut-être, il voudra aussi peut-être dire le mot. Mais juste qu'il pourrait être accompagné d'un orthophoniste à la longue qui va l'aider à mieux articuler, à mieux dire les sons et les mots. Donc, si je comprends bien, ils finissent par devenir autonomes. Est-ce que chez vous, les enfants peuvent passer les examens de fin d'année, comme on dit, le BEPC, le CEP, voilà, le baccalauréat? Nous limitons déjà au CEP. Donc, nos enfants sont capables de faire le CEP. Il y en a déjà qui ont réussi. Mais après ça, il faut un accompagnement. Et avant même le CEP, nous avons eu des petites difficultés parce que je dirais que l'État, à un certain niveau, nous avons peiné à inscrire les enfants dans un centre. Il fallait toujours une fiche à remplir, peut-être un éducateur qui doit être là pour l'accompagner durant les examens. Et ce n'est pas chose facile. Donc nous souhaitons qu'à ce niveau, l'État intervienne un peu plus pour faciliter l'accès des enfants autistes dans les salles et que les épreuves soient vraiment spécifiques pour eux, qu'ils ne fassent pas les mêmes épreuves que les autres. Ils peuvent faire des épreuves pareilles que les autres, avec certaines modifications, parce qu'ils n'ont pas les mêmes habiletés. J'espère que votre demande ne tombe pas dans les oreilles de sourds. Ce serait vraiment important, chers décideurs, de pouvoir multiplier les écoles inclusives, notamment des écoles d'État, parce que jusqu'ici, les écoles sont des écoles privées, sont des particuliers qui ont décidé de venir en aide à ces enfants autistes-là. Ces enfants autistes qui sont de plus en plus nombreux et ont besoin d'encadrement. Leur épanouissement, l'épanouissement de leurs parents ou l'espoir réside dans leur éducation, chers décideurs. Alors, on va poursuivre, Émilienne, dites-nous, ça fait plus de 10 ans quand même, ça fait
près d'une dizaine d'années que vous êtes éducatrice spécialisée et on sait qu'il y a 10 ans, on ne parlait pas encore véritablement de l'autisme comme c'est le cas aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir éducatrice, à vous former, à décider de vous occuper des enfants autistes? Merci. Déjà, à la base, je suis enseignante. J'ai enseigné dans une école de la plage, dont je ne vais pas citer le nom. Et il y a eu dans cette classe un enfant différent. Alors, j'ai constaté que quand je travaillais avec les autres enfants, lui, il était toujours retiré dans son coin. Il ne comptait pas, il ne pouvait pas lire et il passait le temps à pleurer. Parfois, quand il voulait faire popo, il venait me tenir par les reins et il se mettait à genoux. Bon, j'étais embarrassée par cette situation. Ce qui fait que lors d'une réunion avec les parents, j'ai posé le problème et la maman m'a dit, c'était une Ghanéenne qui est venue au Cameroun. Elle m'a dit, mon enfant est autiste. C'était la première fois que j'entendais le mot autiste. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Et puis elle m'a dit, ok, bon madame, comme c'est vous l'enseignante de l'enfant, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est par là que j'ai commencé à faire des formations sur des plateformes. Je dirais au Cameroun, c'est comme si c'était quelque chose qui n'était pas encore connu à cette époque. Oui, il y a 10 ans. Oui, même des écoles. Même aujourd'hui, encore, on peut le dire. Il n'y en avait pas. L'autisme reste encore mal connu, même aujourd'hui, 10 ans après. Oui. Parce que là, l'enfant était dans une école normale, une école ordinaire, comme tous les autres enfants. Mais il fallait faire une différence dans la façon de travailler sur ses épreuves, dans la façon d'interagir avec lui. C'est comme ça qu'elle m'a mis en contact avec des spécialistes de l'étranger. Nous avons commencé à travailler et j'ai commencé à comprendre ce que c'est que l'autisme. Aujourd'hui, cet enfant a plus de 10 ans. Il parle déjà, alors qu'au départ, il était non-verbal. Il parle, il écrit, le comportement même agressif a changé. Il est posé, et quand vous lui parlez, il répond. Seulement, il ne fait pas encore, il n'initie pas encore le langage. Mais toute question que vous lui posez, il est capable de répondre. Donc, j'ai vu mettre en place une routine qui a marché avec des différents spécialistes qui venaient à différentes heures travailler tel domaine, et puis il y a eu du succès à la fin. Donc, avant que cette dame ne quitte le Cameroun, c'était déjà, son enfant avait beaucoup évolué. Et maintenant qu'elle est partie, je suis restée autour de moi, j'observais ce genre d'enfants dans des écoles, pas loin de Bonaprise, ici même, dans des écoles. Et c'est comme ça que j'ai commencé à dire, mais celui-ci, il a besoin d'un programme adapté. Celui-ci, si vous travaillez de la sorte avec lui, on passait le temps peut-être à ne pas le comprendre, il pouvait être abusé par des fouets même à la maison, parce qu'on dit qu'il fait exprès, alors qu'il ne faisait pas exprès. C'est juste parce que le trouble neurodéveloppemental était là. Et il fallait qu'on essaie de l'aider. Alors, l'éducateur spécialisé ou l'éducatrice spécialisée n'est pas le seul spécialiste qui rentre dans la prise en charge, dans l'éducation de l'enfant autiste. Vous vous faites accompagner par des psychothérapeutes. Des psychologues, des orthophonistes, des ergothérapeutes. Ça dépend, après le diagnostic de l'enfant, après son évaluation et tout, on voit quels sont les spécialistes qui doivent l'accompagner. Donc, pour un premier temps, parfois on dit, OK, l'éducateur doit être là pour travailler spécialement tel domaine, et après l'orthophoniste doit intervenir pour un autre domaine. Donc, ce n'est pas d'un coup que tous les spécialistes travaillent. Il y a des enfants qui ont un retard de langage, mais l'orthophoniste trouve que ce n'est pas encore le moment pour lui d'être pris en charge par un orthophoniste. Donc, il va falloir que l'éducatrice travaille encore avec l'enfant, et puis quand il sera prêt, l'orthophoniste prendra le relais. Toujours en travaillant en collaboration avec l'éducateur. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a de l'espoir. Oui, il y a beaucoup d'espoir aujourd'hui parce que les parents ont vu qu'avec les thérapies, avec les prises en charge, avec la collaboration même des parents et des éducateurs, il y a beaucoup d'évolution. Les parents sont contents de voir, aujourd'hui, mon enfant faisait popo sur lui, demain il ne fait plus, il est capable d'aller aux toilettes seul. Ça reconforte, ça donne de l'espoir. Alors, je tiens à préciser que, d'après les spécialistes, l'autisme n'est pas une maladie, encore moins un handicap, mais c'est un trouble. C'est un trouble du développement qui est difficile à expliquer, dont les causes restent encore mal connues. Parmi nos enfants autistes, il y a aussi le côté nutritionnel qui intervient. Qu'est-ce qu'un enfant autiste doit manger, qu'est-ce qu'il ne doit pas manger. Ce n'est pas l'éducateur de définir ça en tout cas, mais c'est un aspect où nous avons vu que quand le nutritionniste intervient, peut-être on dit quand l'enfant est hyperactif, il ne doit pas consommer assez de sucre, il ne doit pas prendre des jus pour calmer l'hyperactivité. Et bon, bref, voilà. La nutrition est quand même restreinte parce qu'il ne mange pas de tout.
Il y en a qui ne mangent pas les tomates, qui n'aiment pas les oignons. Il y en a qui n'aiment pas le riz. Donc ça dépend de chaque enfant. Est-ce que c'est un problème de goût ou c'est un problème d'impact sur la santé? Parce que dire que l'enfant n'aime pas la tomate ou n'aime pas le riz, dites plutôt que le riz a des répercussions sur sa santé. Oui. C'est ça. Bon, pas que le riz a des répercussions, mais il y a des repas qui ont des répercussions sur sa santé. Un peu, par exemple, je vais prendre, on appelle généralement ce repas qu'on fait, qui met l'homme au feu. Chez les Béturois, c'est le coq. Le sanga. Le sanga. Non, le coq même, parce que ça met l'homme au feu. Et puis il y a quand on racle la marmite, il y a une substance grise qui est là, mélangée à ce repas que l'enfant prend. Donc, ce sont des métaux lourds qu'on évite aussi que des enfants consomment. Donc, des repas qui mettent trop long au feu. Avant de nous séparer, je tiens quand même à rappeler le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée mondiale de l'autisme ce 2 avril 2024. C'est de la survie à l'épanouissement personnel. Les personnes autistes partagent des perspectives régionales. Alors, comment vous comprenez ce thème-là? Quand nous parlons déjà de la survie, il faut comprendre que ces enfants sortent de loin. C'est quelque chose qui a été ignoré pendant longtemps. Et ils ont dû subir des violences, des maltraitances. Et aujourd'hui, quand on parle d'épanouissement, c'est parce qu'il y a de l'espoir qui naît déjà. Donc les parents sentent que l'autisme est un peu plus connu. C'est plus comme avant où sur 10 personnes, il y avait une seule peut-être qui connaissait ce que c'est que l'autisme. Mais aujourd'hui, on peut dire peut-être 6 personnes sur 10 connaissent déjà ce que c'est que l'autisme. Et c'est un épanouissement pour nous, c'est un avantage pour nous parce que nos enfants ont des potentiels. Et ce potentiel-là peut les amener à faire une carrière future. Ouais. On nous fait comprendre que les enfants autistes sont sont super intelligents. Sont des enfants doués, sont des génies et ils sont beaucoup génies, plus. Lorsqu'il s'agit de travailler avec les mains, ils sont doués. Ce sont des grands peintres. Ce sont des grands peintres, oui. Ce sont des grands peintres, des grands artistes, des grands musiciens. Oui. Nous aurons même tout ce qui est là. Les enfants autistes excellent beaucoup plus dans l'art que dans autre chose. Bon, il y en a qui excellent aussi dans l'informatique. Nous aurons un talent chaud, je crois, dans la journée du 6, au centre, à l'Institut français, où nous verrons des enfants autistes s'exprimer par la peinture, des chansons, ils vont chanter, ils vont interpréter des chantons. Alors, avant de nous séparer, qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents d'enfants autistes qui nous regardent? Ok, le message que je peux envoyer aux parents d'enfants autistes, c'est déjà leur dire merci pour la confiance qu'ils accordent aux éducateurs. Et pour cette paix, cette harmonie qui est entre éducateurs déjà et parents, et aussi pour la confiance qu'ils font à toute l'équipe des psychologues, psychomotriciens, et en plus je dirais beaucoup de courage parce que c'est pas facile, c'est pas évident, il faut s'armer de patience et beaucoup de tolérance. Donc voilà, il y a de l'espoir, rien n'est terminé. Il faut persévérer jusqu'à obtenir ce qu'on veut. Voilà. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, madame. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, à présent, place à la deuxième partie de votre magazine de la santé qui est consacrée aux chroniques. Commençons avec la chronique du professeur Prévost Njantou depuis le Canada. Il est spécialiste en gastro-entérologie et pathologie au CHU Sainte-Justine de Montréal au Canada. Il est clinicien, chercheur et professeur à l'Université de Montréal. Désormais, dans l'émission Check-up, il va vous entretenir. Et ce soir, le thème retenu est les dangers liés aux aliments transformés. Écoutons-le. La première chose, lorsqu'on parle de transformation alimentaire, c'est de revenir un peu sur l'histoire. La transformation alimentaire, c'est pas un phénomène nouveau. Depuis l'aube de l'humanité, les hommes et les femmes ont séché, salé, fermenté, fumé leurs aliments pour les conserver.
Mais c'est la révolution industrielle qui a marqué un tournant décisif en introduisant des processus de production de masse qui ont progressivement éloigné les aliments de leur état originel. Mais cette transformation-là vise à non seulement conserver l'aliment, mais aussi modifier leur goût et aussi la texture et aussi la valeur nutritionnelle en ajoutant des additifs, des procédés industriels complexes. Alors, pour mieux comprendre cela, prenons l'exemple de tomates. Ça, c'est une tomate de mon jardin, fraîchement cueillie. C'est un aliment non transformé. Cette même tomate que vous voyez, une fois qu'elle va être coupée, mise en conserve avec un peu de sel, devient un produit transformé, minimalement. Mais si cette tomate est incorporée dans une sauce pour pâtes industrielle, avec des arômes ajoutés, des colorants, des conservateurs, ça va entrer dans la catégorie des produits ultra transformés. Alors cette classification n'est pas seulement académique. Ça a des implications concrètes pour notre santé. En effet, les aliments ultra transformés sont souvent riches en sucre ajouté, en sel, en graisses saturées, pauvres en nutriments essentiels. Et leur consommation régulière est associée à plusieurs problèmes de santé, des maladies cardiovasculaires, des problèmes de diabète, des problèmes de cancer, des maladies inflammatoires chroniques. Les additifs alimentaires jouent un rôle central dans la transformation. Les conservateurs, les oxydateurs de goût, émulsifiants, colorants, chacun a un rôle spécifique. Ça permet de prolonger la durée de vie des produits, d'améliorer leur aspect ou encore de standardiser les saveurs. Mais il y a de nombreuses inquiétudes au sein du corps médical sur l'impact à long terme. Alors pour bien catégoriser les aliments, il y a une classification qui est super intéressante, qui a été émise par des chercheurs brésiliens. Je mettrai la référence en commentaire pour ceux que ça intéresse. C'est la classification NOVA qui regroupe en 4 catégories les différents aliments que nous consommons. La consommation de ces aliments ultra transformés associe un risque augmenté de maladies chroniques, diabète de type 2, maladies cardiovasculaires, maladies inflammatoires, certains cancers aussi. Et aussi sur le poids, le surpoids, l'obésité, la consommation importante de ces aliments. Donc il y a des actions métaboliques qu'il est important de connaître. On reviendra en détail dans les prochaines vidéos sur ces études qui ont été conduites et sur les tendances actuelles de législation pour diminuer au maximum ces aliments, même si la pression de l'industrie est très forte, les lobbies industriels, pour continuer à nous vendre ces aliments. Entre-temps, c'est à nous d'agir dès maintenant. Retour sur ce plateau, retrouvons à présent Laetitia Nguidjol dans sa chronique au cœur des maternités qui parle ce soir des soins du cordon ombilical chez le nouveau-né. Bonsoir Mireille, bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 International en général et ceux de TICOP Santé en particulier. Aujourd'hui, nous allons parler du soin du cordon ombilical. Justement parce que il y a des femmes qui reviennent après leur accouchement, après être sorties de l'hôpital, parce que le nombril suppure. Les soins n'ont pas été bien faits. Le cordon ombilical, c'est ce qui relie la femme enceinte au fœtus. C'est grâce à ce cordon que ce fœtus respire, c'est grâce à ce cordon qu'il se nourrit et qu'il élimine également les déchets. Donc après l'accouchement, ce cordon sera sectionné après être clampé et il y a un petit bout qui va rester collé, agrippé à l'ombilic du nouveau-né. Ce petit bout, on l'appelle le moignon et c'est de ce petit bout qu'on doit prendre soin. Qu'est-ce qu'il faut pour prendre soin de ce moignon-là? Qu'est-ce qu'il faut pour le soin du cordon? Déjà, il faut noter que ça fait longtemps qu'on ne bande plus le cordon ombilical. À l'époque, on utilisait les bandes pour attacher le cordon. C'est plus d'actualité maintenant. Donc, on va utiliser une compresse stérile et également l'éosine.
Certains n'utilisent pas l'éosine, certains utilisent tout simplement de l'eau tiède. Mais moi, je vais vous conseiller de prendre l'éosine parce que ça assèche rapidement ce moignon-là. Donc, comment est-ce que ça va se passer? Après le bain de l'enfant, vous la séchez, très bien, vous le nettoyez, vous la séchez. Et vous allez prendre votre compresse que vous allez imbiber d'éosine. Vous allez commencer le nettoyage de manière circulaire au niveau de la base en allant vers le haut. Vous imbibez votre compresse d'éosine et vous nettoyez le pourtour du moignon au niveau de la base en allant vers le haut. Comme j'ai dit, on ne va pas bander le cordon. Et quand vous voulez mettre la couche à l'enfant, évitez d'emballer ce cordon dans la couche. Parce que justement, la cause également de cette infection du cordon, ce sont les urines aussi, ou les déchets que l'enfant émet dans la couche. Lorsque vous comprimez ce cordon avec la couche. Donc du coup, vous allez le laisser à l'air libre. Vous allez laisser ce moignon à l'air libre. Maintenant, le truc avec l'éosine, c'est que c'est salissant. C'est de couleur rouge et ça teinte, quand vous utilisez ça, vous avez même les mains teintées de rouge et ça peut également teinter l'habit de l'enfant. Ce que je peux vous conseiller donc dans ce cas, c'est de prendre une autre compresse stérile que vous pouvez emballer. La compresse, elle doit être sèche, que vous pouvez emballer et habiller l'enfant. Vous devez faire ce geste 2 fois par jour, matin et soir. Et comme ça, vous aurez 2, 3, 4 jours maximum pour que ce moignon se détache de l'ombilic de l'enfant. Car, comme je dis, le but de l'éosine à queue, c'est d'assécher le moignon pour qu'il puisse se décoller de l'ombilic. Donc, après que le moignon soit tombé, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ça va laisser un petit point blanc au niveau de l'ombilic de l'enfant. Chaque fois que vous lavez l'enfant, parce que vous devez le laver matin et soir, ça dépend de la région où vous vous trouvez, ça dépend du climat qu'il fait. Chaque fois que vous lavez l'enfant, vous versez de l'eau tiède sur son ombilic, tout simplement. Et après, vous la séchez. Vous séchez cette partie. Ceci, c'est après que l'ombilic soit tombé. Et pour celles-là qui ont leur enfant avec le manyanga noir de préférence, vous oignez le manyanga à ce niveau et c'est tout. C'est tout simple. Avec cela, on va éviter les infections du cordon ombilical. Et merci pour cette écoute attentive et on se dit à très bientôt. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette autre édition de Check-up. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez été suffisamment édifiés par nos différents spécialistes qui se sont succédés sur ce plateau. Si vous avez d'autres préoccupations, n'hésitez pas, faites-les nous savoir via les adresses qui s'affichent au bas de vos écrans. N'oubliez pas qu'avec Check-up, la santé n'est plus un tabou. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre thème. Mais en attendant, restez en compagnie des programmes de Canadiens International qui se poursuivent. Bonne soirée à tous.